Donc, on a vu dans un premier temps comment le climat influait sur la pollution de l'air. Voyons à présent comment la pollution de l'air va jouer sur le climat. Donc, le premier polluant dont je vais vous parler, ce sont encore nos vieilles amies, les particules. Alors, les particules ont différents impacts sur le climat. Leur premier impact, un impact direct, c'est celui d'obscurcir l'atmosphère. Donc, de façon très simple et de façon très logique, les particules présentes en haute altitude forment un espèce d'écran qui va diffuser vers l'espace les rayons solaires. Les rayons solaires ne redescendent plus vers la Terre. On a une baisse de l'incidence solaire au sol et donc un refroidissement de l'atmosphère. Ça, c'est le premier effet direct des particules. On a un deuxième effet direct des particules, un petit peu plus compliqué à expliquer. Tout simplement, les particules, à l'échelle locale, au niveau de la couche de particules, vont absorber localement les rayons solaires. Ce qui en résulte, c'est un échauffement localisé des températures. Autrement dit, j'ai une couche d'air chaud qui va se former en haute altitude. Donc concrètement, de savoir ce qui de l'un ou de l'autre phénomène va avoir lieu de façon prépondérante, ça va dépendre de la nature des particules. Les particules comme les suies atmosphériques, ce qu'on appelle le black carbon, ces cendres qu'on va retrouver dans les incendies par exemple, vont notamment avoir cet effet d'écran et aussi cet effet d'absorption qui a un impact à long terme sur le climat. De façon générale, au sol, plus il y a des particules et plus je vais voir baisser la température. Les particules font baisser la température atmosphérique. Ça, c'est l'impact direct. Si on observe des cas concrets, dans des situations extrêmes, je pense que vous vous souvenez de l'éruption de ce volcan islandais dont je n'arrive jamais à prononcer le nom en 2010 qui avait projeté un nuage de particules en haute atmosphère que l'on avait vu jusque dans le sud de l'Europe et qui avait perturbé la circulation des avions. Ce genre de phénomène est bien connu, notamment des paléoclimatologues, puisqu'on a observé par le passé des éruptions volcaniques particulièrement importantes qui ont mené à des bouleversements météorologiques et des bouleversements climatologiques, des mini-aires glaciaires en d'autres termes. Un autre phénomène, alors celui-ci beaucoup plus cataclysmique, ça va être les explosions. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le fameux champignon atomique. Une des craintes liées à ce type de phénomène, c'est la formation de ce qu'on appelle les hivers nucléaires. La projection d'un important nuage de particules dans le ciel qui va complètement occulter l'atmosphère et causer un refroidissement important de la température terrestre. Donc ça, c'est des cas extrêmes. Voilà. Deuxième impact des particules, un impact indirect. Reprenons la situation initiale. Nous avons ici une couche de particules. Elle absorbe les rayons du soleil, elle va s'échauffer. Elle envoie des rayons infrarouges. Si j'ai des nuages au-dessus de ces rayons infrarouges, qu'est-ce que ça va faire? Mon nuage est chauffé, mon nuage cuit, il s'évapore. Les nuages en haute altitude se dissipent. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça fait une baisse de la réflexion des rayons par les nuages, puisque les nuages aussi font un écran au soleil. Du point de vue du sol, j'ai moins de réflexion du soleil, la température va augmenter. Deuxième effet, ces nuages hauts sont des nuages qui se déplacent loin. Je vais donc avoir un impact à longue distance sur le climat et sur les phénomènes météorologiques. Deuxième effet de ma petite couche qui chauffe tranquillement dans l'atmosphère. Elle chauffe, elle émet vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe sur les nuages qui sont présents en dessous? Eux, ils vont recevoir moins de rayonnement du soleil. Ce qu'il se passe, c'est que ces nuages refroidissent. Ils vont donc accumuler plus d'eau, ils vont donc se condenser plus fort, ils vont s'épaissir. Je vais avoir des masses de nuages bas très épaisses. Du point de vue du sol, eux, ils vont aussi réfléchir une partie de la chaleur et une partie du rayonnement terrestre. Donc, ils vont faire baisser la température encore. En troisième point, ces nuages s'épaississent. Au bout d'un moment, ils deviennent trop lourds et on va avoir apparition de phénomènes violents, des orages, des tempêtes et des tornades. Pourquoi? Parce que j'ai de l'air chaud ici, j'ai de l'air froid en bas.
l'air se déplace du froid vers le chaud, je vais donc avoir une remontée importante d'air. Concrètement, cet impact indirect va provoquer la formation de phénomènes violents et va refroidir à long terme l'atmosphère. Alors un cas particulier, on parlait des feux de forêt un petit peu plus tôt, voyons voir ce que ça peut donner. Donc nous voyons ici une photo prise des incendies, donc c'est à Bairnsdale en Australie en décembre 2019. Des incendies très importants, nous voyons un important nuage de fumée ici, très riche en particules, très riche en cendres, ces fameuses suies qui ont la particularité d'absorber le rayonnement solaire et de créer notre petit phénomène qu'on voit là. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà, ça va créer des formations de nuages spécifiques qu'on appelle les pyrocumulus. Concrètement, j'ai un nuage dans lequel j'ai mes petites suies, j'ai de l'air chaud qui remonte, j'ai de l'eau qui s'évapore, qui va se condenser sur mes petits noyaux au niveau des particules et ça va provoquer des orages très importants qui vont avoir lieu localement. Donc, un obscurcissement de l'atmosphère par les cendres qui peut se voir à très très longue distance. Les Californiens parlaient de phénomènes de nuit en plein milieu de l'après-midi à cause des incendies. Condensation de l'humidité et formation d'orages qualifiés de tempêtes de feu par les pompiers. Donc, des phénomènes très impressionnants mais très spécifiques. On a parlé des impacts des particules, impact direct, impact indirect. Je vais vous parler d'une petite sous-partie des particules qui sont ces fameuses suies, ces fameuses particules noires. Donc ces particules ont un impact indirect, elles vont noircir les surfaces. Donc elles se déposent sur n'importe quelle surface, elles vont se déposer par exemple à la surface des végétaux. Ça fait un voile sur les feuilles qui du coup vont baisser leur activité photosynthétique puisqu'elles reçoivent moins de lumière. Elles vont se poser sur les immeubles, sur les monuments, sur un petit peu tout. Concrètement, ça donne ça. J'imagine que vous connaissez tous ce type d'image. C'est la raison pour laquelle on décrasse régulièrement les immeubles. Et elles vont aussi se déposer sur la neige, sur les calottes glaciaires et sur les glaciers. Donc la photo que vous voyez là, c'est une photo du glacier de la Meije. Et tout ce que vous voyez de gris ici au milieu de l'écran, ce n'est pas des cailloux, c'est bien de la neige noircie. Alors, qu'est-ce que ça a comme effet, ce noircissement des surfaces? Ce n'est pas seulement cosmétique. Les surfaces sombres vont plus facilement absorber les rayonnements solaires. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les glaciers, ce glacier-là, fond, puisqu'il absorbe plus de chaleur, et ça fait augmenter la température terrestre. On le parlait dans le phénomène des îlots de chaleur urbains, le phénomène d'albédo. Les bâtiments blancs vont réfléchir plus de chaleur que les bâtiments noirs qui vont l'absorber. Donc tout cela à cause, encore une fois, de mes petites particules. Alors les petites particules, on les voit assez facilement, on les visualise assez facilement, mais qu'en est-il des autres polluants, et notamment des polluants gazeux? Je vais encore une fois vous parler de l'ozone, et notamment de l'ozone troposphérique, celui qui est proche de nous, proche de la surface de la Terre. Alors l'ozone a différents impacts sur le climat. Tout d'abord, on l'a dit, l'ozone est agressif pour la végétation. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire apparaître des lésions à la surface des végétaux, des petites nécroses comme ça qui vont apparaître à la surface des feuilles. Il va aussi attaquer à l'intérieur de la feuille directement la molécule qui fait la photosynthèse. Il va attaquer la chlorophylle. On va observer donc ici sur cette photo un rougissement des feuilles ou un jaunissement des feuilles qui peuvent ensuite se dégénérer et tomber. Les végétaux qui sont agressés doivent combattre l'ozone, elles vont utiliser leurs propres ressources pour réparer les dégâts et donc du coup elles vont moins produire de biomasse. Les personnes qui cultivent les forêts vous le diront, les années où l'ozone a été important, les années de sécheresse, les arbres grossissent très peu. On voit des anneaux très fins dans les arbres. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne du point de vue économique? Déjà, parlons du rendement agricole. Ce que nous voyons ici, c'est les pertes économiques modélisées sur les rendements de blé directement liés à l'ozone. Ce sont des modèles. L'avantage des modèles, c'est qu'on peut tout simuler. On peut simuler, par exemple, dans ces cas-là, qu'il n'y avait eu aucune atteinte due à la sécheresse ou à la température. C'est uniquement les dommages causés à l'ozone. Donc, on observe effectivement des atteintes particulièrement importantes et en partie sur les régions ici qui sont au nord et au centre de l'Europe. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces cultures-là ne sont pas adaptées
au phénomène et qu'elles vont 2 fois plus réagir que les cultures du Sud qui sont un petit peu plus familières de ce type de phénomène. L'impact de l'ozone, l'impact sur le rendement, on l'a dit, les végétaux capturent le CO2. Donc, si j'attaque mes végétaux avec de l'ozone, eh bien, je vais diminuer le stockage du carbone par les végétaux. Ce que nous voyons ici modélisé, c'est bien l'impact de l'ozone et exclusivement de l'ozone sur le stockage du carbone par la végétation. Et on observe donc une atteinte particulièrement importante dans le sud de l'Europe, autrement dit, dans les zones les plus impactées où les niveaux d'ozone sont les plus importants. Le sud de l'Europe et le centre de l'Europe. Ce sont des données qui datent de 2012. Donc on ne prend pas en compte les phénomènes récents observés en 2017, 2018, 2019. Donc cet impact estimé en 2012 est de 10 à 12% de perte de stockage en moyenne nationale. Il est difficile à compenser parce que nous avons des cultures différentes en fonction des zones, donc des conflits d'usage des sols, donc des difficultés à gérer le problème. La seule façon de résoudre ce problème-là et donc d'améliorer la condition des végétaux et leur efficacité en tant que puits de carbone, c'est de pouvoir agir sur les niveaux d'ozone. Or, l'ozone est formé sous l'action des rayons du soleil à partir de précurseurs. C'est donc sur ces précurseurs qu'il faut pouvoir agir pour réduire les niveaux d'ozone et améliorer la situation. On a parlé de l'impact de l'ozone sur la végétation. Parlons maintenant de l'impact direct de l'ozone sur le climat. La molécule d'ozone a ceci de particulier qu'elle absorbe les rayons du soleil. C'est comme ça que la couche d'ozone nous protège des rayons UV, par exemple. Si on observe le profil de l'ozone dans l'atmosphère, voilà ce que l'on a. On distingue ici à 20 km au-dessus de nos têtes cette fameuse couche d'ozone avec des niveaux d'ozone importants. Et nous avons ici la couche troposphérique où les niveaux d'ozone sont habituellement bas, mais où ils peuvent augmenter ponctuellement en fonction de la saison, en fonction des conditions. Concrètement, au niveau de l'ozone stratosphérique, tout là-haut dans l'atmosphère, on a un échauffement constant lié à la présence de l'ozone. La présence de l'ozone cause cet échauffement et contribue à la structuration des couches de l'atmosphère. C'est parce qu'il fait chaud là-haut que les couches de l'atmosphère sont ce qu'elles sont. Si cette couche disparaît, on a ce problème-là qui vient se rajouter aux autres. Au niveau du sol, cette augmentation d'ozone n'est pas constante. Ponctuellement, je vais avoir un petit pic d'ozone en fonction d'altitude et un échauffement localisé additionnel de l'atmosphère. C'est donc un véritable cercle vicieux parce que plus il fait chaud, plus j'ai de l'ozone et plus j'ai de l'ozone, plus il fait chaud. Voilà ce que je peux dire sur les effets de ce polluant sur le climat et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vais te rendre la parole, Camille, et arrêter la présentation. Merci. Alors, on voulait terminer cette petite séquence sur les effets des polluants atmosphériques sur le changement climatique avec un petit coup d'œil sur l'avenir, du coup, sur la base des scénarios climatiques. Vous avez ici les scénarios tels que vous les connaissez sûrement, hein, qui sont issus des modélisations réalisées par Météo France, avec d'une part en violet le scénario RCP 8.5 qui est le plus pessimiste, hein, qui est celui qui considère qu'il n'y a pas de politique climatique globale adoptée à l'échelle du globe et donc qui correspond à un emballement en fait de la machine climatique et qui donnerait une hausse des températures moyennes annuelles globale de 4 degrés à horizon 2100. Et puis, d'un autre côté, vous avez le scénario le plus optimiste, on va dire, qui est le RCP 2.6, qui est représenté ici par la ligne en rouge, qui est celui avec une politique climatique qui vise à stabiliser les concentrations de dioxyde de carbone à horizon 2050. Et donc qui permettrait en fait de limiter le réchauffement à 2 degrés. Ce qu'il faut noter ici, donc sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que
Quand on parle de plus de degrés, plus de 4 degrés, ça paraît un petit peu anecdotique. C'est parce qu'on est en fait tenté de réfléchir sur une échelle de temps court en fait et d'interpréter ces données en termes de données météo. C'est sûr que une différence de 2 ou 4 degrés entre hier et aujourd'hui, ça ne fait pas une grande différence. Par contre, si on raisonne en termes de température moyenne annuelle et de température globale, 4 degrés, en fait, c'est la différence qu'il y avait entre la dernière ère glaciaire et aujourd'hui. Voilà, l'échelle du globe. Donc, ce n'est pas du tout la même échelle et ce n'est pas du tout la même interprétation qui peut en être faite. Et la deuxième chose sur laquelle, du coup, je voulais attirer votre attention, c'est effectivement en 2050, on voit que quel que soit le scénario, on a une hausse des températures jusqu'à 2050, que dans le meilleur des cas, on arrivera à stabiliser et que dans les autres cas, la température moyenne continuera à augmenter plus ou moins brutalement selon les scénarios. Ce qui veut dire en fait que quelles que soient les actions qui sont faites aujourd'hui, c'est-à-dire que même si on arrêtait nos émissions aujourd'hui, on aurait quand même une hausse des températures sur les prochaines décennies. Et ce phénomène, ça s'appelle l'inertie climatique, en fait. C'est l'estimation du temps que met l'atmosphère à réagir aux modifications de sa composition. Et c'est notamment dû à la durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce que vous voyez sur le graphique qui s'affiche, vous avez les différents gaz contributeurs à l'effet de serre et vous avez précisé leur durée de vie. Donc, on voit que le CO2, par exemple, peut rester 50 à 200 ans, contrairement au méthane qui va avoir une durée de vie beaucoup plus courte et que les gaz fluorés ont, eux, une durée de vie vraiment très longue dans l'atmosphère. Et donc, l'inertie va dépendre des émissions qu'on va créer et de l'absorption de la chaleur par les océans aussi. Et donc, selon les estimations qui sont faites, on estime que cette inertie, elle est d'à peu près 40 ans. Donc, c'est pour ça qu'on dit que même si on arrête nos émissions, on aura quand même des effets sur les prochaines décennies, ou au moins 40 ans. Ce qui veut dire aussi, si on prend les choses dans l'autre sens, que les effets du changement climatique qu'on observe aujourd'hui, elles ne sont pas dues à nos émissions d'aujourd'hui, elles sont dues à nos émissions des années 80. Maintenant, si on regarde du coup ce que signifient ces différents scénarios en termes d'aléas météorologiques, vous avez ici une modélisation de Météo France sur les vagues de chaleur selon les différents scénarios. Donc en orange, vous avez le scénario RCP 2.6, donc le scénario où on arrive à stabiliser les émissions. Et puis en rose, vous avez le scénario RCP 8, donc le plus pessimiste, hein, où on atteindrait le plus 4 degrés. Et donc, ces bulles, vous avez pour référence les dernières vagues de chaleur les plus notables qui ont été recensées, donc 2003, 2017, 2018, 2019. Et on voit que les projections sont dans le scénario le plus pessimiste, sont assez alarmantes en termes de durée potentielle des futures vagues de chaleur et d'intensité aussi, puisqu'on voit qu'on a des températures assez records, hein, qui dépasseraient celles de 2003 ou 2019, et l'intensité plus forte. Donc on peut s'attendre à des effets néfastes pour la santé, puisque on a estimé que pendant la canicule de 2018, on avait eu une hausse de la mortalité de 18%, 18,7% en Bourgogne-Franche-Comté, donc rien qu'en 2018. Et puis, on a aussi une augmentation des pathologies en lien avec la chaleur, donc notamment hyperthermie, déshydratation et hyponatrémie, qui ont été estimées de 86%, donc une hausse de 86% pendant la vague de chaleur de 2017. Et quand vous regardez sur le graphique 2017 et 2018, c'est loin d'être très intense par rapport à ce qui est projeté pour le scénario RCP 8 en tout cas. Et puis en termes de sécheresse, vous avez ici pareil des modélisations de Météo France sur la sécheresse des sols. Vous avez
fait, ce qui est représenté, c'est l'humidité des sols, et puis le trait vert et le trait violet sont des scénarios projetés. Et on voit qu'on se rapproche dans les deux cas des records secs, qui sont la ligne en marron. Ou en tout cas, on se situe toujours en dessous de la moyenne d'humidité des sols qui a été observée de 1961 à 1990. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on aura toujours un sol beaucoup plus sec qui s'approche des records de sécheresse dans les années à venir. Et donc, les conséquences pour la santé, c'est évidemment l'accès à la ressource en eau. Et puis, comme je disais précédemment, hein, ça donne des conditions propices au départ de feu, donc un risque d'incendie qui serait accru. Voilà, tout ça pour dire que si on regarde vers l'avenir, en termes de projection, il faut se préparer à des périodes plus chaudes et plus sèches, notamment en période estivale, avec des conséquences en termes de qualité de l'air et en termes de santé. Et je crois que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Eh bien, merci à vous deux. Pareil, un petit temps pour prendre des questions, des réactions. C'est peut-être des phénomènes un petit peu moins connus dans ce sens-là que la première partie que nous avons vue. Donc, peut-être plus de réactions, je ne sais pas, de votre côté. Non, rien qui vous vient pour l'instant. C'est moi qui vais jouer le rôle alors d'amorcer les choses. Alors moi, j'avais peut-être une question pour Anaïs. Finalement, on a beaucoup parlé de l'ozone, là, que ce soit sur la première séquence ou la seconde, hein. On s'aperçoit que c'est effectivement que l'ozone joue un rôle important. Alors bon, en termes de pollution de l'air, ça, on connaissait plus. Bon, c'est renforcé effectivement par l'aspect réchauffement climatique. Et puis là, on a peut-être plus découvert aussi son rôle sur la végétation, la limitation du stockage de carbone. Sauf erreur de ma part, l'ozone, c'est pas forcément un polluant qui est pris en compte dans les plans et programmes, type plan climat ou SCOT. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un polluant compliqué à suivre à un niveau plus local, parce que c'est un polluant secondaire, hein, comme tu nous as expliqué, ou bien est-ce que c'est peut-être une amélioration à apporter, puis que ça devrait être intégré à l'avenir dans ces plans? Je m'interroge là-dessus. Ok, alors pour répondre à la question, effectivement, on voit très rarement l'ozone apparaître dans les différents plans et climats locaux qui peuvent exister. De façon très simple, hein, c'est un polluant secondaire. Il se forme dans l'atmosphère à partir de réactions chimiques qui se produisent à cet endroit-là. Donc, on ne le voit pas dans les inventaires d'émissions. Il est extrêmement difficile à modéliser de plus parce que la réaction chimique est complexe et qu'il y a énormément de paramètres qui vont agir dessus. Le meilleur moyen de le suivre, hein, c'est encore de le mesurer pour réussir justement à ajuster les modèles et pouvoir réagir en conséquence. Alors après, le prendre en conséquence dans les plans et programmes, aussi une des raisons pour laquelle on ne le voit pas, c'est que l'ozone est un polluant réglementé. On a l'obligation de suivre les niveaux, mais ce n'est pas une réglementation à contrainte. Si on a des seuils sanitaires qui sont dépassés pour les particules, par exemple, il y aura obligation pour la zone impactée à mettre en place un plan de protection de l'atmosphère. Sur l'ozone, on le suit, mais nous n'avons pas de contraintes associées. Pas de plan de protection de l'atmosphère, pas de mesures à mettre en place pour abaisser les niveaux. Donc, souvent, on le met un petit peu entre parenthèses et on va s'occuper des polluants sur lesquels il est plus facile d'agir. Donc ça, c'est quelque chose. Après, l'ozone, c'est un polluant, on l'a dit, hein, la réaction chimique est très compliquée. Pendant très longtemps, on avait de l'ozone qui venait des réactions chimiques directement issues des activités humaines, anthropiques, des pics d'ozone très importants, très brefs et qui ne s'étendaient pas dans le temps. C'était la situation qu'on avait dans les années 2000. L'ozone, maintenant, sa chimie est un petit peu complexe et du coup, on a une transition entre ces pics-là avec un phénomène actuel différent qui est l'augmentation du niveau de fond sans avoir nécessairement des épisodes de pollution.
Les impacts sont plus graves, plus prononcés, mais aussi moins visibles, puisqu'il n'y a pas de lancement d'alerte, qu'il n'y a pas de grands messages envoyés à la population. Donc, on le voit moins, tout simplement. Après, le mettre en place dans les plans et programmes, il faut pouvoir s'adapter pour pouvoir le prendre en compte dans ces problèmes de réchauffement climatique, dans ces problèmes d'impact sur le stockage du carbone. Et ça va jouer d'une part par agir sur les précurseurs de l'ozone et aussi par trouver des solutions, des végétaux finalement qui résisteront mieux à ce polluant que ne peuvent le faire les végétaux posés à l'heure actuelle. Donc il y a des petites listes qui existent pour essayer de fournir des solutions à ce niveau-là. D'accord. Il y a des espèces plus sensibles que d'autres à l'ozone? Alors oui, je peux vous montrer un petit tableau. Il est ici. Hop, et là, donc partage d'écran. C'est parti. Le voilà. Normalement, vous allez le voir apparaître à l'écran. Est-ce que vous le voyez? Non. Oui. Ah ben voilà. Donc voilà, les espèces les plus fragiles finalement à l'ozone sont les espèces qui sont le moins adaptées. Ça va être notamment les cultures de blé, les cultures de soja, les grandes cultures finalement. On a des espèces qui vont résister plus facilement, hein, on voit la liste ici, non seulement pour la végétation, pour les cultures comestibles, mais aussi pour tout ce qui concerne les arbres à planter dans les forêts. Des arbres qui vont résister plus facilement à cette pollution-là et donc mieux capter le CO2 dans les forêts. Et des espèces qui sont assez peu sensibles à l'ozone finalement, que nous voyons ici, qui poussent essentiellement sur les zones nord finalement. Donc voilà, il existe des évaluations, ça c'est des publications scientifiques qui datent de 2007-2011. On a amélioré les choses depuis avec des listes qui sont de plus en plus complètes. Donc des paramètres pour prendre en compte cette pollution-là et essayer d'améliorer la situation, c'est aussi envisager de planter dans les forêts des arbres plus résistants, envisager de faire des rotations de culture pour avoir des espèces qui soient un peu moins fragiles. Des actions à long terme finalement. Très bien. Je crois qu'on sait pas mal de choses sur l'ozone là maintenant. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions, besoin de précision? C'est assez technique, hein, tout ce qui est polluant atmosphérique, mais vous avez été très clair. Pas d'autres réactions? Bon, eh bien écoutez, je vous propose de passer à la troisième séquence.